Comme l'a dit M. Saïdi, la dette privée est un instrument formidable pour le financement de l'économie et de l'entreprise. Mais avant d'en parler, je voudrais rappeler quelques fondamentaux sur la bourse, sur le rôle d'une bourse. Une bourse, c'est une place d'échange d'actions. C'est également une place qui garantit de la transparence parce que la bourse exige des sociétés cotées un certain nombre d'informations de manière régulière et standardisée. Et c'est une place qui permet la liquidité. Mais au-delà de tout ça, c'est une place qui permet l'accès au financement. Et malheureusement, la bourse marocaine ne joue pas bien ce dernier rôle. Si on limite la bourse aujourd'hui aux achats et ventes d'actions, quand un actionnaire A vend un actionnaire B, qu'est-ce que ça apporte à l'économie? Bien, pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose ni à l'économie ni aux entreprises. Dans le cas où il s'agit d'un investisseur étranger, effectivement, ça fait rentrer des devises. Mais je dirais là qu'il y a plus de dangers que de bénéfices. Parce que souvent, les actionnaires étrangers sont des spéculateurs. Quand ils investissent dans la bourse marocaine, ils font, eux, une analyse mondiale et repèrent une opportunité sur la bourse marocaine. Et parce que les cours sont bas par rapport à d'autres marchés, parce qu'ils ont une lecture peut-être beaucoup plus fine et beaucoup plus professionnelle. Et au moment où la bourse remonte, ils se retirent. Alors quel est l'effet de tout ça? Ils pompent l'épargne nationale. C'est extrêmement négatif. Il faut faire très très attention à ça. Mais comment faire alors? On ne peut pas empêcher les investisseurs étrangers de venir, mais il faudrait que la taille de notre marché soit suffisamment grande pour que ce genre de phénomène ait un effet marginal. Maintenant, je reviens à la dette privée. À la dette privée, aux augmentations de capital par la bourse. Oui. Combien d'opérations de dette privée et surtout d'augmentation de capital sur la bourse a-t-on vu ces dernières années? Pour les augmentations de capital, pratiquement zéro. Il y a eu des opérations d'augmentation de capital qui se sont faites par transformation des dividendes. Mais sur les 20 dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation de capital ouverte au public. Or, c'est le rôle principal d'une bourse et elle ne le joue pas aujourd'hui. Pour ce qui est de la dette privée, M. Saïdi a soulevé tout à l'heure un handicap majeur qui est la notation, oui. La notation des émetteurs, parce que la situation est la suivante. Vous avez des gens qui émettent, mais qui sont tous sur le même pied d'égalité parce que personne n'est en mesure de vous dire la qualité et la sécurité des émetteurs. Donc, les organismes de placement mettent de la pression sur les investisseurs et finalement, l'émetteur qui est de qualité AAA est coté de la même manière pratiquement que l'émetteur qui est de qualité BB+. Ce qui est mauvais pour le marché. Bien sûr. Nous, en tant qu'investisseurs institutionnels, sur certains émetteurs que nous ne connaissons pas bien, nous sommes frileux. Alors que si nous avions une notation rassurante pour nous, on irait beaucoup plus volontiers. Alors excusez-moi, cette proposition qui a été faite par Saïdi de la création d'une agence nationale de notation est excellente. J'y souscris parfaitement. Vous pensez qu'elle sera crédible, même si c'est quelque chose qui est national entre nous, une agence de notation? C'est un apprentissage à faire. Ils vont faire leurs preuves. S'ils donnent des notes qui sont décalées par rapport à la réalité, au bout de quelques temps, on ne tiendra plus compte de leur notation. Okay. Par contre, s'ils sont pertinents, on va les suivre. Alors, autre élément qui est important pour la dette privée, c'est la réglementation des assurances et la réglementation des caisses de retraite. Aujourd'hui, les obligations sont admises en représentation des réserves techniques pour les entreprises d'assurance et pour les caisses de retraite, seulement si elles sont émises par l'État ou si elles jouissent de sa garantie. Pour les autres, il y a beaucoup de limitations. Il y a bien entendu des obligations émises par des organismes cotés à la bourse, etc. Mais une entreprise lambda qui émet une obligation, si la compagnie d'assurance y souscrit, elle doit la prendre sur ses réserves propres. Donc il y a un effort à faire et qui rejoint la notion de la notation.
un effort à faire par l'État régulateur, qui est de fixer des règles d'admission de ces obligations en représentation des réserves techniques des compagnies d'assurance et des caisses de retraite en fonction de la qualité de l'émetteur et donc en fonction de la notation. Et je pense que ça pourrait ouvrir assez largement ce marché. Je voudrais réagir sur deux points qui ont été cités, sur les instruments financiers et sur le capital risque. Alors sur les instruments financiers, je suis assez réservé. Quand on parle de marché à terme, de produits dérivés, de prêt-emprunt de titres, etc., c'est très bien, c'est des instruments qui donnent de la liquidité sur le marché. Mais qui va utiliser ces instruments? Qui est capable aujourd'hui d'utiliser les marchés à terme et les produits dérivés? Ce sont les investisseurs professionnels et à des fins spéculatives. Et vous êtes catégorique sur l'aspect spéculatif? Oui, c'est le propre d'un marché à terme. Vous misez sur une valeur d'une action et une date donnée et vous achetez ou vous vendez en fonction de ça. Mais je peux aussi couvrir mon risque à travers ce marché à terme. Oui. Bon, moi, le danger que je vois là-dedans, c'est qu'il y ait des professionnels qui maîtrisent ces instruments et qui en tirent des bénéfices au détriment d'épargnants particuliers, et ce sont eux qui vont payer la note et qui vont être dégoûtés et qui risquent de déserter le marché financier. Tout ça, c'est très bien dans un marché mature. Tout ça joue un rôle primordial dans un marché mature parce que ça donne de la liquidité, ça donne de la souplesse et puis ça plaît aux financiers et ils les utilisent. Mais dans un jeune marché, et il peut y avoir un retour de manivelle avec ces instruments, donc il faut en user de manière avec beaucoup de précautions. Par contre, pour la titrisation, c'est un instrument formidable. Ah, il n'est pas assez enfin, il est d'accord. Oui. Il n'est pas assez vendu. Oui. Il n'est pas assez vendu aux entreprises parce que toutes les entreprises ont un certain nombre d'actifs financiers qu'elles peuvent valoriser. Alors, ceci étant, n'oublions pas la crise de 2008 oui. Qui a secoué toute l'économie mondiale. Ce sont des instruments difficiles à manier. Tout réside dans la qualité des sous-jacents et tout réside dans les possibilités de réalisation de ces sous-jacents. Jusqu'à aujourd'hui, le nombre de titrisations qu'il y a eu au Maroc est assez limité. Donc nous n'avons pas de profondeur historique et d'expérience pour en juger. Mais il faut dès maintenant réfléchir à, si l'on veut lancer vraiment des campagnes pour, disons, vulgariser ce genre d'instruments et les vendre aux entreprises sans que personne ne se retrouve d'un dent de la farce dans cette histoire, il faut dès maintenant traiter ces deux questions, c'est-à-dire la sécurisation des sous-jacents, la qualité des sous-jacents et, en cas de réalisation des risques, la réalisation des... Alors, un tout petit mot rapidement sur le capital risque. Le capital risque est un instrument qui peut jouer un rôle fondamental dans l'économie, non seulement au niveau du financement, mais au niveau de l'encadrement des entrepreneurs. Parce que quand vous avez un petit entrepreneur dans une PME qui s'adresse à un capital risqueur, ce capital risqueur va le prendre en charge pour l'aider dans la définition de sa stratégie, pour l'aider dans sa politique financière, sa politique marketing, etc. Malheureusement, aujourd'hui, les maux dont souffrent les fonds de capital risque, c'est qu'ils sont trop limités. Les fonds de capital risque sont entre 300 et 500 millions de dirhams. Avec les règles de dispersion, vous vous retrouvez avec des tickets de l'ordre de 30 ou 50 000 dirhams par cible. Avec ça, en plus, s'adressant à des PME, vous êtes obligé de prendre la majorité pour pouvoir... 30 millions, vous voulez dire? Oui, 30 millions. 30 000, c'est ça. Avec ça, vous êtes obligé de prendre la majorité du capital, sinon 100% du capital. Et vous vous retrouvez avec de toutes petites structures. Qui dit petite structure, dit faible encadrement. Vous n'aurez pas de directeur financier de qualité, vous n'aurez pas de directeur marketing de qualité, etc. etc. Donc,
Qui va essayer de régler tout ça? C'est la société de gestion. Mais une société de gestion qui gère un fonds de 500 millions de dirhams, quelle ressource est là pour gérer des participations de ce genre-là et remplir ce rôle qu'on attend d'elle? Le modèle est voué à l'échec de manière pratiquement automatique et nous en avons fait le constat. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est que si vous voulez attirer des investisseurs institutionnels, il faut abandonner les PME. Mais je vais y revenir, parce que c'est dur de le dire comme ça. C'est dur de le dire comme ça. Les institutionnels ne peuvent s'intéresser qu'à des fonds de grosses PME qui ont des projets de développement et que le fonds va accompagner et qui n'ont pas besoin que la société de gestion joue le rôle d'encadrement dans ces sociétés. Par contre, pour les PME, ce n'est pas le rôle des institutionnels. De l'État peut-être. C'est le rôle, et je vous fais une suggestion, c'est le rôle de l'État, des collectivités territoriales et des banques. Pourquoi? Dans ce modèle de développement dans lequel nous voulons lancer un tissu de PME important, les PME sont confrontées à des problématiques pratico-pratiques. Je n'arrive pas à régler mes problèmes administratifs. Je n'arrive pas à accéder à des marchés et j'ai des bâtons dans les roues à tout bout de champ. Si vous intéressez les collectivités locales dans le financement de ces fonds, elles vont devenir partie prenante. Les banques, tout naturellement, arriveront derrière parce qu'elles pourront financer. Et puis l'État doit jouer un rôle de régulateur, d'amortisseur, pour permettre aux banques d'avoir une rentabilité minimum, pour permettre aux collectivités locales également d'avoir cette rentabilité. Et le tout doit être géré par des spécialistes. Il ne s'agit pas, si la collectivité locale est actionnaire d'un fonds, de lui donner les clés et de la laisser gérer, ça on n'en sortira jamais, mais il faut que ces fonds soient gérés par des sociétés spécialisées, et on en a beaucoup sur le marché et qui ont de très belles compétences, et les investisseurs, les actionnaires interviennent uniquement au niveau de la gouvernance.